Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Ernesto Otonnet, sous-directeur général pour la culture à l'UNESCO. Bonjour Ernesto Otonnet et merci d'avoir accepté notre interview. Merci à vous. Alors, la 44e session élargie du Comité du patrimoine mondial se tient à Fuzhou, en Chine, du 16 au 31 juillet. C'est un rendez-vous annuel au cours duquel on réexamine la liste des sites et monuments protégés. Qu'est-ce qui va s'y passer exactement cette année? Donc, les comités du patrimoine, effectivement, se réunissent tous les ans, sauf l'année dernière, due à la Covid-19. Et donc, pour la première fois de l'histoire, nous allons avoir deux réunions en une. C'est pour ça que ça s'appelle l'élargie. C'est-à-dire, ça prend en compte tous les états de conservation des sites du patrimoine, en plus des inscriptions de 2020 et 2021. Et donc, cette année, cette conférence se déroulera en grande partie en ligne, bien sûr. Oui, cette année, on a cette particularité qu'on a déjà eue dans toutes les autres conventions, que ce soit le patrimoine immatériel ou la diversité, où il y a une partie qui se déroule en Chine, dont le président et la directrice du patrimoine mondial sont sur place, et le secrétariat, c'est-à-dire l'UNESCO, est à Paris, et tous les autres membres, c'est-à-dire les 21 membres du comité, représentants de certains États, plus les observateurs, sont en ligne, avec une modalité assez spéciale. On a à peu près plus de 1000 personnes qui peuvent parler pendant la réunion de manière interactive. Donc ça, c'est un défi technologique Mhm. aussi pour l'UNESCO. Alors, vous avez parlé, je crois, de 39 nouvelles propositions. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Je crois que la France, la Chine notamment, ont des propositions cette Oui, année. il est important de savoir que lorsque les advisory bodies, qui sont ceux qui donnent l'avis scientifique, il y a différentes façons de proposer pour l'inscription. C'est soit inscription, c'est des recommandations. C'est important de comprendre que l'organe scientifique, ce qu'il fait, c'est recommander soit une inscription, soit une non-inscription, parce que la valeur universelle, selon les experts, n'est pas atteinte, soit ce qu'on appelle le referral ou le deferral, c'est-à-dire le remettre pour une année ou le remettre pour 2 ans, quand il manque des informations ou tous les éléments qui sont présentés, les experts n'arrivent pas à arriver à une décision pour l'inscription. Donc, ils demandent le deferral qui s'appelle 2 ans après. Est-ce que vous pouvez nous donner Ah, un des ou deux exemples. exemples pour nous faire imaginer quels sont les sites qui seront éventuellement inscrits Il est prochainement? important de savoir qu'au patrimoine mondial, vous avez du patrimoine culturel et des patrimoines naturels. Et il y a une troisième qui s'appelle les patrimoines mixtes, c'est-à-dire où il y a les deux éléments présents. Et effectivement, cette année, on en a plusieurs, dont la France qui présente, si je ne me trompe pas, Nice. Et dans ce cas-là, c'est la recommandation qui est discutée par les 21 membres du comité. Donc, ça va depuis des sites naturels jusqu'à des sites de villes culturelles, historiques, qui sont proposés. C'est à peu près sur tous les continents. Donc, c'est une diversité très, très large. Alors cette année, la session se déroule, à Fuzhou, en Chine. L'année dernière, ou plutôt à l'édition précédente, puisqu'il n'y en a pas eu l'année dernière, c'était, à Bakou, en Mhm. Azerbaïdjan. Comment se décide le lieu où se tient cette session et surtout, comment s'organise la coopération entre le pays hôte et l'UNESCO? Seulement dans 2 conventions, vous avez cette chose incroyable que tous les ans, sauf cette année, hein, c'est sur 2 ans, mais tous les ans, il y a un État ou des États qui proposent leur site, leur ville, pour pouvoir réaliser cette conférence euh, tous les ans. Euh, Avant, dans le passé, il y avait beaucoup de villes qui proposaient, et donc c'était une élection qui se faisait parmi les membres du comité pour élire quelle allait être la ville hôte. Dans ce cas exceptionnel, par exemple, nous savons déjà que l'année prochaine, ça sera à Kazan, en Russie. Donc, et là, c'est l'organisation entre l'UNESCO, le secrétariat et le pays hôte qui met en place toute l'organisation comme si c'était une grande conférence. Donc, au niveau opérationnel, c'est énorme, c'est-à-dire ça engage plusieurs mois de travail pour pouvoir assurer. Normalement, en Chine, ça va se produire cette année pour l'inauguration et la clôture. Il y a des événements artistiques, il y a des jours, vous devez savoir que c'est 14 jours, incluant samedi et dimanche, donc c'est vraiment très chargé.
Et ça inclut bien sûr aussi des visites sur les sites, justement, de la ville hôte ou du pays hôte qui organise cette rencontre. Comment s'est forgée cette notion de patrimoine mondial qui a donné lieu à la Convention pour la protection du patrimoine mondial de 1972? Pourquoi c'est important de classer le patrimoine naturel et culturel mondial? L'UNESCO, depuis qu'il a été créé, il est important de comprendre, travaille dans le domaine de l'éducation, la culture, les sciences, la communication et l'information. Donc, depuis les années 50, 60, l'UNESCO a été engagé sur le territoire, les différents territoires du monde, pour essayer de faire le plaidoyer et la prise de conscience de l'importance du patrimoine en général. À un moment donné, en 72, lorsque la conférence générale de l'époque a pris comme décision de créer un instrument normatif. Et l'instrument normatif était pour la sauvegarde du patrimoine qui avait une valeur universelle, c'est-à-dire qui devait être protégé pour les générations futures. C'est ce qui s'est déroulé. C'est la convention la plus universelle de toutes celles qui existent au monde, c'est-à-dire vous avez 194 États membres. 194. Oui, il faut Mhm. savoir, seulement pour vous donner un exemple, l'UNESCO est intégré de 193 États membres, puisque les États-Unis se sont retirés avec Israël il y a un an, hein, il y a 2 ans pour être honnête, 1 an et demi. Et les États-Unis, Israël, font partie de cette convention, contrairement à l'UNESCO, où ils ne font, c'est des États observateurs, mais ils appartiennent pas. Donc c'est la plus universelle. Quand il a été créé, vous aviez à peu près une centaine, 80, centaine d'États qui avaient ratifié ou adhéré l'instrument normatif. Aujourd'hui, depuis un an, c'est la Somalie qui vient de se joindre comme de 194 États membres. Et donc, ça le fait l'instrument le plus universel de toutes. Alors, si on s'intéresse aux sites maintenant, qu'est-ce que ces sites ont à gagner à être labellisés patrimoine mondial? Évidemment, des retombées économiques, on peut imaginer du tourisme, de la renommée, mais c'est aussi des obligations qui vont avec. Oui, quand un État membre, ou un État partie dans ce cas-là, ratifie ou adhère à une convention, cela veut dire qu'au niveau national, ils doivent mettre en œuvre toutes les dispositions qui sont dans cet instrument normatif. Et la plus importante, c'est la conservation, c'est-à-dire si un site est classé, c'est l'État partie qui doit se charger que ce site maintient cette valeur universelle pour laquelle elle a été inscrite. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la responsabilité, elle ne retombe pas uniquement sur l'UNESCO, mais c'est plutôt sur l'État partie et l'aide internationale qui peut être mise en œuvre si jamais ces sites, comme c'est le cas quand c'est des sites en conflit, on les a vécus récemment dans beaucoup de pays, l'Irak, la Syrie, ou aussi Jérusalem comme exemple, où effectivement, c'est tous les États membres qui se font responsables d'assurer que la conservation et la sauvegarde de ce patrimoine soient présents pour la communauté. Et je vous dirais que c'est sans doute une des missions les plus grandes. Et après, vous avez dit toutes les retombées que cela signifie pour un État. Effectivement, vous l'avez dit, il y a une chose de renommée. Donc, un site qui est classé, vous allez voyager dans ces sites et vous allez voir l'UNESCO ou le label du patrimoine mondial partout, parce que c'est un label prestigieux. Mais cela signifie aussi, bien sûr, un tourisme contrôlé, et non pas de masse comme on l'entend, qui puisse assurer la, comment on dit, le maintien de ce site pour les années à venir. Donc, retombées économiques, bien sûr. Pour la communauté, c'est aussi des emplois. Pour le pays, c'est des spécialités, des formations qui se font autour de la conservation. Pour les universités, puisque l'UNESCO travaille avec des chaires universitaires qui font toutes les recherches, et aussi des centres de catégorie 2 qui sont très spécialisés dans ce travail d'échange avec la communauté et les scientifiques. Alors, il existe aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, une liste du patrimoine mondial en péril. Ce sont des biens qui sont menacés par différents facteurs, que ce soit les enjeux de développement, les conflits armés ou encore les effets des changements climatiques.
C'est quelque chose que l'on observe, de plus en plus souvent manifestement, Mhm. notamment, je pense au cas de Venise qui pourrait entrer cette année dans cette liste. Oui. Là, une fois de plus, il faut être très clair. La liste du patrimoine en danger ou en péril, en anglais en danger, ça s'appelle, et n'est pas une liste qui punit les États membres qui ont fait quelque chose de mal. C'est tout le contraire. C'est pour prendre une conscience de solidarité internationale pour mettre en œuvre toute la sauvegarde et la conservation qui est nécessaire pour ce site. Comme vous l'avez dit, des fois c'est dû à des éléments externes. Quand c'est un conflit, comme on l'a vécu par exemple en Irak, je pense à Irak, puisqu'aujourd'hui le projet phare qu'on est en train de faire, c'est la reconstruction à Mossoul de la mosquée Al-Nouri. Elle a été inscrite et en parallèle, elle a été inscrite sur la liste en péril. Donc c'est une prise de conscience. C'était pas pour punir, c'était pour prendre conscience. Ou la même chose en Afghanistan. Aujourd'hui, il y en a 68 qui sont sur cette liste en péril, sur les 1121 sites inscrits. Aujourd'hui, bien sûr, dans une semaine et demie, on aura de nouvelles inscriptions. Ce qu'elle fait, c'est assurer que tout l'enjeu international peut mettre à disposition différents instruments pour venir en aide aux pays qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens propres de pouvoir sortir de cette liste en péril. Vous l'avez dit, aujourd'hui, la plupart de ces sites qui sont sur les listes, soit c'est des villes où il y a effectivement des problèmes d'aménagement territorial ou des constructions qui viennent à mettre en jeu un peu cette valeur universelle pour laquelle elle a été inscrite. Mais de plus en plus, c'est des sites naturels où effectivement le changement climatique aujourd'hui a un rôle décisif pour la disparition de certains éléments fondamentaux qui ont été à l'origine de l'inscription. Donc une fois de plus, la liste en péril est plutôt pour prendre une conscience. Et les histoires les plus belles qu'on a vécues les dernières années, c'est quand des sites sont sortis de cette liste après un travail de 7, 8, 9 ou 10 ans. Oui, Et parce qu'il est donc possible d'être délisté. mais bien sûr, une fois qu'on récupère cette valeur universelle qui serait en danger, on rentre dans la liste. Et j'ai deux exemples pour vous donner tout de suite, je me suis rappelé. Il y a 2 ans, il y a des récifs coralliens de Belize qui étaient sortis il y a une dizaine d'années et qui ont été travaillés avec l'appui international scientifique et qui sont sortis et sont revenus à la liste du patrimoine mondial. Ou il y a 2 ans, c'était Humberstone et Santa Lucia, qui est un site dans le nord du Chili, qui a eu aussi cette opportunité de faire en sorte que tout a été mis en œuvre dans cet état de conservation, qui est le management du territoire, toutes les sauvegardes qui sont demandées, toutes les études nécessaires pour pouvoir certifier que la valeur a été récupérée. Bon, eh bien, il me reste à vous souhaiter que cette 44e session élargie soit un succès. Merci, Ernesto Otonnet, d'avoir accepté cette interview. Un grand plaisir. Et merci à vous de nous suivre. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur la page Pour tout vous dire. À très bientôt.